Bienvenue tout le monde sur cette première session de notre série de webinaires sur pourquoi est-ce que le genre est important en ce qui concerne l'immunisation. Avant de commencer, veuillez noter que ce webinaire est enregistré et qu'un lien vers la vidéo ainsi que la présentation seront partagés par email à toutes les personnes qui sont inscrites après la fin de la session. Pendant cette session, n'hésitez pas à poser vos questions à nos présentateurs en les tapant dans la boîte questions et réponses en bas de votre écran. Nous répondrons aux questions lors de la session questions et réponses à la fin de la session. Ce webinaire est interprété en français. Afin de pouvoir écouter le français, veuillez cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran et sélectionner langue française. N'hésitez pas à supprimer l'audio original pour pouvoir écouter l'interprète uniquement. Je vais à présent donner la parole à Stéphanie Schendane de l'OMS qui va présenter le webinaire et les présentateurs. Merci Gigi, bonjour tout le monde, bienvenue sur notre premier webinaire pour cette courte série de webinaires sur la question du genre en ce qui concerne l'immunisation. Je vais commencer avec une vue d'ensemble très brève de cette série de webinaires. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore vu cela, uniquement de l'instruction, nous allons avoir 5 sessions dans cette série qui vont donner une vue d'ensemble de la question du genre. Nous allons parler d'une publication jointe entre l'OMS, Gavi et l'UNICEF qui couvre le sujet du genre et pourquoi c'est important en ce qui concerne les programmes d'immunisation. Ça va être le thème de cette série de webinaires. Nous allons passer les semaines à venir à considérer certains des sujets qui sont couverts dans ce document joint, c'est une directive. Donc, nous allons donner une vue d'ensemble et au cours des semaines suivantes, chaque session va approfondir un petit peu le contenu. Nous allons suggérer des façons de mieux adresser les considérations en matière de genre dans la programmation en ce qui concerne l'immunisation. Et à la fin de chaque session, nous allons avoir des exemples pays, voir comment cela s'applique en pratique. Nous allons partager des leçons positives qui ont été apprises, des exemples positifs de programmation qui sont basés sur le genre et qui ont bien réussi dans certains pays. Donc, aujourd'hui, je vais faire une présentation. Je suis rejointe par mes collègues Shubo Jalal, spécialiste du genre à l'UNICEF, et Jean Monroe, qui travaille sur le genre à Gavi. Et je suis agent technique pour l'OMS et sur le programme Parcours de vie et le département vaccins. Nous allons commencer aujourd'hui parce que nous avons beaucoup à couvrir. Et je veux m'assurer que nous ayons suffisamment de temps à la fin de cette session aujourd'hui pour adresser certaines questions, partager certaines expériences des personnes qui sont dans le public aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat qui vous êtes, d'où vous venez, et n'hésitez pas, pendant cette présentation, à partager toute cette pensée sur la façon dont c'est lié au travail dans lequel vous êtes impliqué ou vos expériences. Et comme Gigi l'a dit, si vous avez des questions, veuillez les mettre dans la case questions-réponses pour nous assurer que nous puissions répondre à la fin. Donc, aujourd'hui, nous allons couvrir très brièvement pourquoi le genre est important pour l'immunisation. Donc, c'est vraiment ce qui va cadrer toute cette série de webinaires. Nous allons parler des barrières liées au genre qui ont un impact sur l'immunisation. Parler très brièvement également d'une analyse de genre et des sources de données que vous pouvez trouver qui sont souvent disponibles. Et nous allons parler de ça ensuite un peu plus en détail lors d'un second webinaire. Nous allons parler de certaines approches basées sur le genre. Et enfin, nous allons montrer quelques diapositives sur les ressources. Donc, avant de commencer, je voudrais juste mentionner quelque chose, parce que le genre et le sexe sont souvent utilisés incorrectement, et je voudrais m'assurer que tout le monde, lors de cet appel,
des références à ces concepts de la même façon. Donc, pourquoi est-ce que le sexe et le genre sont des choses qui interagissent, mais ce sont pourtant des choses très distinctes? Nous ne devons pas les utiliser de la même façon. Le sexe, c'est les attributs biologiques qui sont associés avec des caractéristiques physiques et physiologiques, l'expression des gènes, les niveaux d'hormones, les fonctions reproductives. Alors que le genre est un concept social. Ce sont les rôles, les relations entre les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les personnes d'autres genres, hein, y compris les personnes non binaires. Donc le genre comme concept et comme construction change selon les sociétés et peut évoluer au cours du temps. Et en tant que concept social, hein, c'est souvent inégal et ça peut produire des inégalités qui ensuite entrent en contact avec d'autres inégalités qui existent déjà au niveau social. Donc, nous pouvons nous assurer que quand nous parlons des choses, quand nous parlons d'égalité des genres, je veux m'assurer que tout le monde comprenne la différence entre sexe et genre. En gardant ça à l'esprit, je voudrais considérer cette déclaration qui dit que l'immunisation, on pense que l'immunisation est souvent vue comme quelque chose qui est neutre au niveau du genre, mais des études ont montré qu'il y a eu des différences de couverture entre les garçons et les filles. Tout d'abord, au niveau des moyennes, au niveau mondial, les moyennes cachent souvent les détails qui se cachent sous la surface. Il nous manque souvent des informations qu'on pourrait obtenir de données désagrégées. Et c'est là que, de fait, on voit ces différences, hein, qu'elles se révèlent. Et voilà la raison pour laquelle c'est important de promouvoir un système de collecte de données qui va être désagrégé par caractéristiques, dont le sexe, mais également le lieu, l'ethnicité, parce que c'est là qu'on va trouver les détails. Et en ayant ces détails, sans les avoir, on ne sait pas vraiment s'il y a des différences au niveau plus bas. Et en tant qu'on ne peut pas formuler des actions, des mesures qui peuvent être nécessaires au niveau du genre dans certains cas. Mais on va parler de ça un petit peu plus en détail lors du prochain webinaire dans 2 semaines. Donc, je ne veux pas trop tarder sur ce sujet, mais je voudrais aussi ajouter que deuxièmement, et peut-être plus important, se concentrer seulement sur les différences au niveau de couverture, ça fait qu'on rate quelque chose complètement, c'est les personnes qui ne sont pas vaccinées du tout. Et c'est là que la question vraiment au niveau des barrières, au niveau du genre, de l'immunisation, peuvent devenir effectivement très importantes. Parce qu'on sait qu'au niveau infranational, on montre que la couverture au niveau des communautés, par exemple les communautés zéro dose ou les communautés où on a plus d'enfants zéro dose, c'est souvent associé aux communautés où il y a une forte inégalité au niveau des genres. Donc, ces concepts, vraiment, c'est pour savoir qui n'est pas atteint par ces services de vaccination et pourquoi, et en quoi ces barrières liées au genre peuvent avoir un impact là-dessus. Donc, pour résumer, ce n'est pas seulement un problème de couverture différente entre les garçons et les filles. Il faut vraiment reconnaître et ensuite répondre aux barrières qui sont liées au genre. Et afin d'améliorer vraiment la couverture vaccinale pour tout le monde. Alors, en quoi est-ce que ça s'inscrit dans notre document sur pourquoi est-ce que le genre est important pour l'agenda d'immunisation de 2030? C'est parce que nous voulons atteindre tout le monde partout, à tous les âges. Et bien sûr, ça veut dire adresser les inégalités au niveau du genre. Les problèmes d'inégalité au niveau du genre sont vraiment au cœur de ce qui nous concerne au niveau de l'agenda immunisation 2030. Nous voulons adresser toutes les priorités au niveau de l'immunisation pour cet agenda 2030. Sur tous nos programmes, nous voulons mieux comprendre et mieux adresser les barrières aux services de vaccination. Et donc, c'est également réfléchi très clairement, reflété très clairement dans les principes de base de l'agenda pour l'immunisation 2030. Donc, l'idée, c'est que
le genre devrait être pris en considération partout. Donc, nous allons trouver ces contextes, nous allons les trouver partout dans les documents stratégiques de l'IA 2030. Et ce guide, pourquoi le genre est-il important, couvre davantage ces principes de base. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'adopter une approche mainstream pour le genre, hein? Une certaine homogénéisation. Ce n'est pas vraiment l'objectif en soi, mais c'est le processus, c'est la stratégie, c'est le parcours, si vous voulez. Ce qui veut dire, c'est que nous allons faire une approche systémique de la connaissance du genre qui sera sur tous les plans, pas seulement sur l'immunisation, mais partout, que ce soit des politiques, des lois, des actions à programmer à tous les niveaux. Et ça devrait être entrepris au niveau des institutions, au niveau des politiques, au niveau des organisations et au niveau des projets eux-mêmes. Ça se base sur 7 principes d'homogenisation, de mainstreaming du genre. Vous pouvez voir, voilà, c'est le cadre de travail que nous allons utiliser. Pourquoi donc n'hésitez pas à aller consulter ce document en plus de détails, des principes guides. Pourquoi le genre est-il important? Pardon, Stéphanie, avant que vous continuiez, il y a des personnes qui n'ont pas réussi à accéder à l'interprétation. Désolée, je n'avais pas vu. Donc, pour ceux qui cherchent l'interprétation en français, c'est en bas de votre écran. Vous allez voir interprétation, donc vous pouvez appuyer dessus et ensuite ce sera en français. Oui, merci beaucoup, Jean. Désolée, je n'avais pas vu le chat sur mon écran. Oui, n'hésitez pas à me signaler si vous avez encore des problèmes à accéder à l'interprétation. Ok, j'espère que nous suivons tous maintenant en français aussi. Donc, je voulais juste mentionner un dernier point avant de passer la parole à Choubo. C'est quand on parle d'homogenisation du genre, c'est que ça devrait se passer à tous les niveaux. Nous devons également penser aux barrières liées au genre à des niveaux multiples, que ce soit au niveau des politiques, au niveau structurel, au niveau de la façon dont les programmes sont conçus et jusqu'ensuite la communauté, au foyer, au niveau individuel également. Les barrières liées au genre affectent les individus de tout genre, les relations entre individus de tout genre. Les conversations sur le genre, ce n'est pas seulement un synonyme de problèmes liés aux femmes, aux filles. Non, ça touche tous les genres. Mais souvent, il y a des relations de pouvoir. Donc, c'est souvent plus prononcé pour les femmes et les filles. En termes de programme d'immunisation, les barrières liées au genre peuvent vraiment toucher tout le monde, que ce soit de la façon dont les services sont fournis et délivrés, mais ça peut également avoir un impact sur le comportement, les comportements au niveau de la communauté également. Et donc, pour parler de cela un peu plus de détails, je vais passer la parole à Choubo, qui va nous parler de la section suivante. Choubo, à vous. Oui, bon après-midi à tous mes collègues. Merci de rejoindre ce webinaire. Donc, nous voulons continuer là-dessus et prendre cette vue d'ensemble et parler de notre propre programme. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une analyse du genre et de comprendre le genre dans un meilleur contexte? Si vous regardez vers la gauche, nous parlons de services de mauvaise qualité. C'est une chose. Donc, le service n'accommode pas les différents besoins, les différentes barrières, les différentes exigences pour être efficace pour la population. Vous pouvez voir, il y a également des faibles niveaux d'éducation, c'est une chose. Mais connaître l'importance des vaccins, c'est quelque chose. Et même si les gens connaissent l'importance des vaccins, l'autre chose qui est importante, c'est de devoir décider d'emmener les enfants pour les faire vacciner. Par exemple, le père ou la mère, souvent, prend la décision. Qui va prendre sa décision? Même si vous savez et que vous avez pris la décision et que vous laissez,
il y a aussi, il faut y aller, il faut passer par cette étape, emmener mon enfant. Donc ça, c'est différentes barrières. Mais ensuite, si vous travaillez dans un environnement, vous ou le père ou la mère, si vous êtes sujet à une certaine violence et à des risques, à d'autres choses, alors ça vous fait hésiter. Vous hésitez à emmener votre enfant se faire vacciner. Donc, on va considérer ces domaines et comment ils impactent l'accès. Donc, on parle de mauvaise qualité. La plupart d'entre vous travaillent déjà dans la santé communautaire. Vous savez qu'il y a définitivement un problème avec les prestataires de services de santé. Parfois, ils ne savent pas qu'il y a des barrières liées au genre et donc, ils ne donnent pas le bon message au bon moment pour accommoder cette barrière. Donc, de mauvaises conditions de travail, c'est une chose. Mais avec ces traitements, parfois, il peut y avoir, par exemple, une jeune mère ou une mère célibataire ou un père qui atteint du VIH, qu'on ne respecte pas. Et du coup, une mère va peut-être penser 2 fois avant d'emmener son enfant se faire vacciner. Et quand la mère arrive, par exemple, et si on la harcèle, si on lui dit pourquoi est-ce que vous faites ça, pas, pourquoi vous n'avez pas fait ça, pourquoi vous occupez pas de votre enfant, toutes ces choses parfois ne sont pas intentionnelles, mais c'est tout un comportement de la force de travail qui fait que les parents qui viennent pour utiliser ces services, ils hésitent à revenir. Donc, c'est vraiment très important de savoir ça. L'impact des comportements doit être considéré. Nous considérons que les communautés sont... Il n'y a pas suffisamment pour la santé maternelle, la communication, les communautés, la santé mentale. Il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de programmes. Et parfois, la force de travail n'est pas payée suffisamment ou n'est pas payée de façon adéquate. Tout ça, ça a un impact sur la façon dont il se comporte. Ça a des implications sur le service et sur la façon dont le service est perçu. Parfois, dans certaines cultures, c'est très important pour la mère, pour la famille, dans la communauté. Ça peut être une très grande barrière parce que le rôle de la mère dans certaines cultures, c'est la mère qui est responsable de s'occuper de la vaccination et il faut que le service soit fourni. Il y a également des barrières qui sont liées au handicap. Nous voyons toutes les communautés qui sont désavantagées parfois. En gardant tout ça à l'esprit, dans le système de santé, nous devons connaître toutes ces barrières, nous devons les adresser. C'est quelque chose dont nous devons parler parce que quand on regarde la diapositive suivante, nous avons remarqué souvent que les jeunes mères qui ne sont pas éduquées ont souvent moins accès aux services de santé et ont souvent moins accès aux informations au même moment. Donc, c'est vraiment important que quand des informations sont données, c'est important de voir que ce soit bien compris, que ça atteigne vraiment les mères. C'est vraiment, c'est une autre barrière également. Quand nous travaillons au Ghana, nous avons parlé des barrières et nous avons dit pour quel vaccin vous venez. Et cette jeune mère a dit je ne sais pas, ils ne connaissent pas l'importance des vaccins, ils ne connaissent pas le calendrier à respecter parce qu'ils n'ont pas reçu suffisamment d'informations sur le sujet. Donc ça peut être une barrière pour les personnes qui veulent venir se faire vacciner ou vacciner leurs enfants. Diapositive suivante. Et quand on pense également aux dynamiques de foyer, c'est très important. Parce que si c'est la grand-mère qui doit décider, par exemple, dans ce cas, un programme qui cible les pères et les mères ne fonctionnera pas parce que c'est la grand-mère qui prend la décision. Et on ne sait pas, parfois c'est la mère, parfois c'est le père qui prend sa décision. On doit savoir ça, on doit connaître les dynamiques dans le foyer parce que ça va définir si l'enfant reçoit sa vaccination ou ne les reçoit pas. On doit voir qui peut influencer cette décision. C'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça au niveau du foyer?
Parce que pour nous, en tant que programmateurs, c'est extrêmement important. Quand on dit qu'on doit avoir un programme pour développer des capacités, c'est justement cette responsabilisation, par exemple pour une jeune mère qui n'a peut-être que 17 ou 18 ans, peut-être qu'elle ne peut pas négocier. Donc, il faut faire des programmes de responsabilisation. Nous allons pouvoir responsabiliser cette jeune mère pour qu'elle puisse négocier au niveau du foyer. Et sur la diapositive suivante, quand on parle du manque d'accès et de contrôle sur les ressources, dans beaucoup de contextes, les femmes souffrent de violences domestiques. Et souvent, elles font tout. Elles cuisinent, elles font le nettoyage. Donc, quand on voit ces jeunes femmes dans la famille, en plus de ça, elles doivent s'occuper des vaccinations, elles sont responsables de tout. Dans ce contexte, dans ce contexte de plus de sécheresse en Afrique, dans certains pays, les responsabilités de la mère ont doublé. Dans certains contextes, imaginez cette mère, ces personnes, vous leur demandez est-ce que vous pouvez revenir pour une vaccination en sachant toutes les charges qu'elles ont déjà, le temps également, quand on parle de ressources, le transport qui est un grand problème. Parfois, parfois, ça prend du temps, mais parfois, ça coûte aussi de l'argent. Et tout ça, il faut le garder à l'esprit quand on va décider. Et c'est ça qui va décider de si l'enfant se fait immuniser ou non. Toutes ces ressources dont on parle, je voudrais également ajouter, quand on parle de ressources, on doit parler également d'accès à la technologie et d'autres choses. Parfois, nous faisons beaucoup de choses. Par exemple, nous avons bombardé les réseaux sociaux de messages, mais c'est les jeunes mères qui ne peuvent pas se connecter, qui n'ont pas d'accès digital. Ce sont celles qui ne viennent pas pour ces vaccins. Donc, est-ce que notre message les atteint? Comment est-ce qu'on fait pour les atteindre? Voilà, c'est une question qu'on doit se poser. La diapositive suivante. Le mariage des enfants. Quand on dit que le cerveau n'est pas encore bien développé, donc la compréhension de la jeune mère n'est pas excellente, elle ne va pas forcément comprendre de façon adéquate. Et ça fait que c'est un environnement très difficile. Et ça, c'est une barrière. Hein. Il faut accommoder ses besoins. En même temps, nous avons vu également des preuves qui disent qu'il y a des longues périodes d'attente, des longues queues aux installations. Et si ces jeunes mères travaillent, alors c'est compliqué. Beaucoup de choses qui passent par la tête des mères, des pères, avant qu'ils ne viennent dans nos institutions, dans nos installations. Nous devons réfléchir à ça, c'est à ça que nous devons penser. Par exemple, dans un contexte, si je suis dans un environnement, par exemple, conservateur, je ne peux pas, par exemple, donner la permission pour permettre à ma femme ou à ma fille de pouvoir se faire vacciner. Donc, quand on parle de violence basée sur le genre, on doit savoir ça. Il y a également la préférence pour les fils. Nous avons des exemples de ça. Par exemple, en Palestine, nous avons une mère qui disait qu'elle savait qu'elle aurait des problèmes, mais elle a pris le risque. Elle a pris le risque d'emmener son garçon. Nous avons des éléments au niveau communautaire. Nous, en tant que programmateurs, nous devons réfléchir à tous ces éléments pour développer des programmes. Et qu'est-ce que ça nous dit? Diapositive suivante. Je ne peux pas juste rester assise dans mon bureau et décider de quelque chose. Par exemple, décider que dans ma communauté, c'est le transport qui est la barrière, ou dans ma communauté, c'est la sécurité qui est une barrière. Ce sont des choses
que nous devons mettre dans une structure. Et comme Stéphanie a mentionné, les barrières se situent à différents niveaux et nous devons être conscients de ça. Quand nous parlons des programmes d'immunisation dans un contexte où 3 sur 4 mères sont des mères adolescentes, je dois programmer mon esprit de façon à adresser cela tout en répondant aux besoins en matière d'immunisation. Que ce soit au niveau de la protection, nous devons considérer ces mariages d'enfants. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel je peux faire un plaidoyer? Pas forcément pour mon programme, je suis programmatrice, je peux peut-être ne pas influencer, mais je peux quand même faire un plaidoyer. Quand on parle de problèmes de transport, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Est-ce que je peux faire un plaidoyer? Est-ce que je peux parler d'accès? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être lié à d'autres secteurs? C'est à des niveaux multiples et à des secteurs multiples. Nous devons parler en termes de politique, mais également en matière de politique de santé. Est-ce que nous avons les structures pour les mères, pour les femmes de la force de travail? Est-ce que nous avons un bon paiement? Est-ce que les gens sont bien payés de façon adéquate pour travailler? Ce sont tous des problèmes dans un même système qui ont contribué aux politiques et qui va assurer que je puisse avoir les bons services. Vous pouvez voir les barrières structurelles, les calendriers de vaccination, tout ça, ce sont des problèmes qui sont tous liés à la structure et au social. Donc, vous pouvez compiler toutes ces informations dans une structure. Ça nous aidera non seulement à définir le niveau des barrières, parfois nous avons des barrières sur plusieurs niveaux et c'est à moi de voir en tant que programmatrice ce que je vais prendre en priorité, quelles barrières je vais prendre en compte en priorité et voir les interventions, comment développer les interventions. Donc, c'est vraiment très important de mettre ces analyses dans le contexte des barrières. Et c'est le modèle que nous proposons et qui couvre tous les niveaux. Et si vous regardez ce cercle vert avec Fatima et Eddy, si nous voulons que Fatima et Eddy soient vaccinés, il faut que leurs parents, que leur foyer, que leur communauté accommodent et promeuvent, parce que parfois les communautés sont aussi une barrière. Par exemple, au Pakistan, en Afghanistan, nous avons vu qu'au niveau de la communauté, ils disent que les femmes doivent rester à la maison. Donc, dans les communautés, parfois, ça peut être une barrière à l'immunisation. C'est une barrière. Et ensuite, il y a la confiance également de la communauté dans le système de santé. Ce sont des complications, même si je suis un père, une mère, que je suis convaincue de la vaccination, mais si je sors et que je vais faire vacciner, que je vois que mon voisin me juge pour faire ça, alors je vais quand même réfléchir à 2 fois avant de le faire. Donc, quand on doit mettre toutes ces composantes d'analyse dans une structure et ensuite définir les priorités sur lesquelles travailler dans nos programmes. Est-ce qu'on a une diapositive suivante? Oui. Oui, je crois qu'on a déjà parlé de ça, vraiment. On connaît ces informations, comment elles influencent les programmes. Je voudrais juste vous parler de cette diapositive si je fais l'analyse de genre pour ma communauté et que je n'ai pas vraiment vu le genre en termes de pourcentage de vaccination d'enfants, de filles. Si je veux savoir s'il y a, par exemple, pendant les 2 dernières années, on a vu que les vaccins contre la rougeole étaient de seulement 70% environ, alors pour ces 30% qui ne sont pas vaccinés, est-ce qu'il y a une différence au niveau des genres? Donc, si mon analyse me dit que oui, il y a une différence de genre à ce moment-là, je dois intégrer ça dans le programme. S'il n'y a pas de différence au niveau du genre, je dois m'assurer que j'atteins ces 30% de filles et de garçons, que je n'enforce pas un stéréotype. Par exemple, on a vu pendant les sessions, une grande partie des participants en session étaient des mères. Donc, je dois regarder mon approche de programmation. Est-ce que je fais les choses correctement? Mais
Mais si je ne sais pas s'il y a vraiment une différence, alors je dois réfléchir et je dois mettre dans mon plan, je dois faire une analyse de genre pour, pour mon programme. Je crois que c'est tout pour moi. Oui. Ah, c'est une autre diapositive. Je vais juste en parler très rapidement. Nous avons besoin de cette analyse de genre parce qu'elle nous dit comment développer notre programme. Si je suis dans une communauté et que je sais qu'il y a des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, des femmes qui viennent de donner naissance, je dois programmer avec ça en tête. Si je suis dans une communauté où il y a un rôle différent pour les pères et les mères, je dois savoir ça pour pouvoir organiser mon temps et faire mes sessions de vaccination à des moments qui sont pratiques pour ces gens, que ce soit pour les pères ou pour les mères. Au niveau éducatif, voir les ressources qu'ils ont. Je dois mentionner que mon programme doit également accommoder cela. Si je sais qu'il y a un risque au niveau sécuritaire, par exemple à Haïti, la sécurité est un vrai risque, ce n'est pas économique, ce n'est pas un problème politique, ce n'est pas la responsabilité, c'est vraiment un problème de sécurité. Donc, comment est-ce que je conçois mon programme en gardant ça à l'esprit, sachant que ce contexte est complètement différent? Je dois connaître ces barrières pour pouvoir programmer. Pratique, c'est vraiment très important. La pratique des médias, c'est très important. Si je veux que mes messages passent, par exemple, à la télé à 20 heures ou au niveau des informations, qui va regarder ça? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on connaisse les préférences au niveau des médias des pères et des mères. Si je cible les pères, les mères ou si je cible la grand-mère, est-ce que ça va être en face à face? Est-ce que c'est par la radio? Est-ce que c'est Internet? J'ai besoin de savoir tout ça pour pouvoir programmer. Et au même moment, si je dois réfléchir à ça avant quand je consomme le programme, je dois savoir exactement qui il va atteindre. Et bien sûr, quand on considère tous ces éléments, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il faut regarder les opportunités. Parce que les opportunités vont vraiment vous donner le point d'entrée dans des lycées, des aspects du programme. Et c'est ça que je voulais vous dire avec cette diapositive. Et je crois que c'est tout. Donc maintenant, en faisant l'analyse de genre, nous avons de fait recueilli des données. Donc nous avons beaucoup, comme vous avez vu, nous avons duel. Et quelles ressources avons-nous sur tous ces niveaux? Par exemple, les données statistiques au niveau national. Vous pouvez avoir des publications d'études de différentes ONG, des Nations Unies. Vous pouvez avoir différents documents. Vous pouvez avoir un document national de stratégie sur le genre. Donc, on peut recevoir des données mixtes, des données à différents niveaux. Nous avons des études qui nous apportent des insights différents. Donc, nous pouvons regarder toutes ces données et est-ce qu'il va y avoir le type de données qualitatives qui pourrait vous aider? Si je travaille, par exemple, je sais que ma communauté zéro dose est à cet endroit-là et je dois recueillir des données qui les concernent pour m'aider afin de décider quelles mesures je vais prendre. Donc, voici quelques observations. Parfois, il faut aller dans l'environnement et je réfléchis et je me dis, voilà, il y a des données là-dessus, mais la prochaine fois, je vais planifier mes sessions de cette façon. Ou alors, par exemple, c'est un droit de marché qui va au marché. Et voilà, ce genre d'informations nous en disent beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai parlé du parcours des barrières. Donc, j'espère que vous allez pouvoir mieux interpréter le contexte. Comme Stéphanie l'a mentionné, c'est vraiment
le contexte, c'est vraiment spécifique au contexte. Quand on parle de ça, ça peut être très différent selon les pays. Une fois qu'on a fait une analyse, on ne fait pas une analyse juste pour analyser, pour le plaisir d'analyser, on fait une analyse pour définir un programme. Donc, je vais donner maintenant la parole à Jean pour parler de son approche. Merci, merci beaucoup, Chebo, pour cette vue ensemble et cette conversation très riche sur les exemples d'un type de barrière. Je vais parler du fait qu'une fois qu'on a identifié les barrières, comment est-ce qu'on fait pour avancer et pour identifier les bonnes interventions pour les adresser. On appelle ça donc le continuum du genre. L'axe du genre, ça peut être utilisé dans plusieurs types de programmation internationale. Donc, vous pouvez voir à la gauche, il y a quelque chose qu'on appelle inégalité du genre. Et de l'autre côté, ça va complètement à l'opposé, transformatif au niveau du genre. Nous étions cette échelle analytique pour un peu voir ce qu'est l'attention derrière l'intervention que nous voulons concevoir. On peut également utiliser ça comme... Non, à gauche, vous pouvez voir inégalité au niveau du genre. C'est une intervention qui continue à perpétuer des inégalités au niveau du genre, renforcer les stéréotypes. Souvent, on privilégie les hommes par-dessus les femmes ou le contraire. Également, nous avons aveugle au genre. Il y a deux types d'interventions que nous ne voulons jamais utiliser, que nous ne voulons définitivement pas planifier, mais hélas, parfois, ça arrive quand on fait. Il va falloir passer par cet axe pour voir un petit peu quel a été l'impact de cette intervention. Ensuite, donc, tout à droite, c'est ce que de fait nous voulons voir. Différentes organisations ont différents noms. Par exemple, l'UNICEF a un différent nom, un type, mais ce sont les interventions transformatives et performatives que nous voulons voir. Donc, spécifique au genre, par exemple, c'est une initiative spécifiquement ciblée vers les hommes ou les femmes pour un objectif spécifique, mais cela ne met pas vraiment au défi les rôles et les normes habituelles. Alors que de l'autre côté, niveau
Un autre exemple, ce serait par exemple d'étendre la période de temps ou les lieux également, de donner davantage d'options de lieux. Il faut réfléchir à cela parce que ça peut ajouter également du stress à la force de travail au travers de la santé qui doivent délivrer les vaccins, mais ça a définitivement un impact direct sur la couverture. Mais il faut réfléchir également à offrir des services peut-être en dehors des heures de travail habituelles. Et bien entendu, il faut que nous parlions d'intégrer les services. Donc, par exemple, quand une famille vient pour recevoir des services, par exemple des services de santé, sur la reproduction, sur l'immunisation, il faudrait pouvoir accéder à tous ces services au même point. Et ainsi, nous respectons le temps des travailleurs de la santé. En termes de dynamique du genre, Choubo a dit parfois c'est la grand-mère qui décide. Dans certaines cultures, ce sont les hommes qui décident. Dans certaines cultures, c'est égalitaire, mais il faut comprendre cela. Et il faut ensuite avoir une initiative qui adresse cela. Nous voyons des exemples où, par exemple, les hommes ou les pères sont promus champions de la vaccination dans leur communauté. Une autre approche, ce serait de promouvoir l'implication des hommes dans les soins à l'enfant et la prise de décision. Dans les communautés où il y a une préférence pour des travailleurs de la santé féminins, il y a une mesure simple, enfin non, pas simple, mais c'est d'augmenter le nombre de personnes administrant les vaccins qui sont femmes afin de les former. Avoir également peut-être une hotline dédiée aux femmes. Et nous avons vu pour la COVID-19 qu'il y a eu des sites de vaccination qui étaient destinés aux femmes également, où les femmes se sentaient plus en sécurité et plus respectées, et elles pouvaient ainsi aller recevoir leur vaccin sur ces sites de vaccination. Donc, les expériences négatives au niveau des services et des attitudes des travailleurs de la santé, nous avons souvent entendu que les jeunes femmes non mariées qui viennent dans les cliniques sont souvent jugées, ce qui a un impact parce que non seulement elle ne va pas faire vacciner son enfant, deuxièmement, elle ne va pas faire confiance au service, elle ne va pas vouloir revenir. Donc, c'est vrai que les pays ont répondu à cela en ayant des cliniques particulières pour les jeunes mères. Dans certaines communautés où il y a des langues diverses, s'assurer également que toutes les langues de la communauté sont parlées à la clinique. C'est ainsi un environnement qui est bien plus agréable pour tout le monde. Et enfin, nous devons regarder les barrières qui sont également au niveau des travailleurs de la santé, pas seulement des personnes qui s'occupent des enfants. Nous savons que 70% des soins de santé sont délivrés par les femmes et pourtant, elles ne sont pas toujours impliquées dans la prise de décision. Donc, nous devons vraiment assurer qu'il y ait plus de femmes dans les positions les plus élevées au niveau managérial et nous assurer également que leur sécurité est prise en compte dans la conception du programme. Maintenant, Choubo nous a parlé un petit peu de ce cadre de travail. Nous avons ce cadre de travail qui s'appelle le parcours vers l'immunisation, qui se concentre sur les étapes de personnes qui s'occupent de l'enfant et qui va de la planification et passe par le parcours de vaccination juste à l'expérience au point de service et d'après le service. Donc, nous avons gardé le système et le point de vue également de la personne. Je pense que c'est important de réfléchir aux barrières tout le long de ce parcours et bien sûr de diviser des interventions qui répondent. Donc, on ne peut pas seulement s'arrêter à l'expérience de soins parce que si on ne sait pas, si on n'a pas l'intention, alors la personne ne va pas forcément aller à la clinique. Je pense que c'est très important de définir vraiment les barrières et de définir des interventions tout le long du parcours
pour s'assurer que toutes les barrières au niveau du parcours de la personne qui s'occupe de l'enfant sont adressées. Diapositive suivante. Donc, pour Gavi, pour notre stratégie, nous essayons de promouvoir un programme transformatif en identifiant les barrières qui sont au niveau de la personne qui s'occupe de l'enfant, mais également les barrières au niveau du travailleur de la santé. Et nous devons nous assurer qu'il y a des interventions transformatives qui sont incluses. Nous voulons également voir une approche où les femmes ont une participation égale au niveau de la prise de décision. Et vous allez pouvoir voir dans les lignes directives de financement du programme, quand vous aurez les diapositives, il y aura un lien, vous pourrez aller voir. Nous avons intégré le genre dans toutes les parties du cycle de l'immunisation, que ce soit au niveau de la livraison du service, au niveau des différences générationnelles, des différentes questions à poser, pour voir le type d'interventions qui sont appropriées pour différents domaines. Vous allez trouver tout ça dans les lignes directives du programme. Diapositive suivante. Donc, quand on conçoit un programme pour un Gavi ou pour n'importe qui, c'est important d'avoir une théorie de changement. Et voici une ressource excellente qui vient du guide pratique sur l'immunisation et le genre qui a été développé par l'UNICEF. Je encourage fortement tout le monde à aller consulter ce guide ainsi que le guide 2030. Pourquoi le genre est-il important? Ça inclut des feuilles de travail qui aident à développer un cadre de travail logique comme celui-ci. Vous pouvez voir en bas, il y a les barrières structurelles dont je parlais, les types d'intervention et enfin les résultats attendus, l'objectif qui est d'avoir finalement des garçons et des filles qui sont complètement vaccinés. Donc, juste pour résumer, le but de ce webinaire, c'était de vous donner une vue d'ensemble et vraiment de souligner pourquoi nous voulons adresser les inégalités au niveau du genre dans la programmation de l'immunisation. Donc, pouvoir responsabiliser les femmes vers une société plus égale au niveau du genre. Si nous pouvons améliorer la participation des femmes, nous réussirons à cela. Éventuellement, nous vous aimerions améliorer la couverture vaccinale pour le public général, mais également pour les populations qui sont au niveau historique, souvent été marginalisées et difficiles à vacciner. Et si nous regardons cela au travers d'une lentille genre, nous pouvons peut-être essayer d'atteindre ces groupes de personnes. En plus d'améliorer la couverture vaccinale qui améliorera donc la santé générale, améliorera la responsabilisation au niveau social, et ça accélérera également les objectifs de développement durable, en particulier le SDG 5, qui est l'égalité au niveau des genres et la responsabilisation des femmes. Stéphanie, je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Choubo, pour ces excellentes présentations. Je suis ravie de voir que nous avons encore le temps de faire des questions et réponses, mais avant de faire ça, je voudrais juste vous parler de quelques liens vers des ressources que nous allons parler ici. Voilà le guide dont nous avons parlé. Donc, tout ce que nous avons couvert aujourd'hui est mentionné en plus de détails. Donc, le lien est là en bas. C'est disponible en anglais et en français. Nous avons également partagé les liens dans le chat. C'est en train d'être traduit en espagnol et en portugais à l'heure actuelle. Donc, nous aurons ça dès que ce sera disponible. Et nous en parlerons davantage une fois que ce sera prêt. Enfin, des liens que nous allons inclure. Donc, toutes ces présentations vont être partagées après. Vous avez tout ça, mais ce sont des pages qui sont spécialement dédiées au genre. Et toutes ces pages sont davantage de lecture, des ressources utiles. Donc, plutôt que d'essayer de toutes les reproduire sur la diapositive, je vous encourage à aller consulter ces liens. Vous pouvez voir les ressources vous-même.
En particulier, ça met en valeur, en particulier le deuxième lien sur l'UNICEF, sur l'égalité du genre, à une page ressources qui a des tas de liens très utiles. Donc, n'hésitez pas à les consulter. C'est là également que vous allez voir le fameux parcours de la personne qui fournit les soins aux enfants que Choubo et Jean ont mentionné se trouve. Je voudrais également que vous portiez attention à ces 3 excellentes vidéos sur l'immunisation et le genre produites par Gavi. Donc, elles sont toutes disponibles en anglais et en français. Elles sont courtes, elles sont facilement compréhensibles, elles sont divertissantes et elles couvrent beaucoup de ces sujets clés que nous avons couverts aujourd'hui d'une façon très compréhensible. Aide vraiment à la formation à l'intérieur du pays ou à partager avec des collègues dans les pays. Donc, juste pour que vous connaissiez tous ces ressources. On va parler de quelques questions. Merci beaucoup pour vos interactions dans le chat. Beaucoup de très bons points ont été soulevés, des points très intéressants de personnes de différents pays. Je vais juste commencer rapidement avec une excellente question de Tania dans le chat qui a dit, est-ce qu'on a une idée de l'importance relative au niveau global des barrières liées au genre au niveau de l'immunisation? Par exemple, au niveau des politiques, des transports, au niveau social. Donc, au niveau de nous rentrons un peu dans la conversation intersectionnelle. Et c'est ce genre de choses qui peut justement ressortir quand on fait une analyse de genre. Parce que comme Choubo l'a mentionné, quand on parle d'une analyse de genre, idéalement, nous devrions essayer d'apporter certaines de ces considérations intersectionnelles qui peuvent ressortir dans ce genre d'analyse. Donc, Choubo, je ne sais pas, mais est-ce que vous avez un petit peu une idée avec les diverses analyses de genre que vous avez fait avec l'UNICEF, est-ce que vous avez une idée de peut-être comment vous pouvez comparer cela à d'autres, par exemple, barrières, hein? Merci beaucoup. Oui, c'est une très bonne question. Comme on l'a dit, c'est spécifique au contexte. Je ne sais pas si on peut donner une vue d'ensemble globale, internationale. Ça ne donnerait pas une bonne idée au niveau du genre. Est-ce que c'est le genre ou est-ce que c'est autre chose? Ou s'il y a une intersectionnalité. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une analyse globale pour cela parce que ça dépend vraiment du contexte. Nous avons vu de nos collègues au Pakistan dans le chat que même au niveau du Pakistan, c'est différent d'un endroit à l'autre. C'est pas forcément pour donner une vue d'ensemble globale, mais si vous regardez par exemple le vaccin contre la rougeole, s'il y a 70%, il y a quand même une lacune de 30%. Alors, où se trouvent ces 30%? Et s'il y a une barrière liée au genre pour ces 30%, alors peut-être que 10% de ces 30% sont liés au genre et qu'ensuite il y a 5% qui ne peuvent pas venir se faire vacciner à cause des transports. Et peut-être encore 5% où c'est lié au service. Dans quel domaine on va couvrir en premier? Et c'est ça qui est important. Parce que ça dépend du contexte. Quel est le poids de la barrière? Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité afin d'améliorer et d'atteindre ces 30%? Et je crois que ça m'emmène également à votre deuxième question, Tania. Je ne recommande pas de considérer un programme vertical sur le genre où vous donnez le composant genre à vos collègues du genre. Non, c'est pas l'idée. Essayez d'éviter de faire ça. Non, ce qu'on veut, c'est identifier les barrières au niveau de l'immunisation et quand vous les adressez dans le cadre de votre programme d'immunisation pour répondre à cela. Sinon, ça va être une équipe genre et l'équipe genre va travailler sur la responsabilisation et vous allez travailler sur l'immunisation d'un autre côté. Non, s'il vous plaît, intégrez votre programme, considérez cela comme une théorie de changement. Pensez à ça dans une théorie de changement. Je vous recommande fortement de ne pas faire un programme divisé mais intégré. Merci, Choubo.
Et juste pour ajouter un petit peu quelque chose à ça, en ce qui concerne la deuxième question de Tania, où est-ce qu'on peut aller au niveau des questions du genre? Je pense que c'est plus général. Je pense qu'au niveau des institutions, si on réfléchit au-delà du programme immunisation, pas seulement dans un programme lié au genre, mais quand on développe, par exemple, des stratégies nationales d'immunisation ou quand on essaye d'améliorer la couverture vaccinale, quand on amène des partenaires en dehors de nos partenaires traditionnels, si on réfléchit à d'autres secteurs éducatifs, aux secteurs environnementaux, il y a beaucoup d'intersections entre l'immunisation, la santé générale et les programmes interpays. C'est l'occasion de faire des connexions et de voir si différents ministères peuvent travailler ensemble, justement pour résoudre des problèmes plus systémiques, ce qui de fait va vers la question suivante, qui est également de Tania, mais qui était est-ce qu'il y a un risque si on adresse les barrières liées au genre de façon verticale, plutôt que d'adresser les concepts sociaux qui les sous-tendent. Et je pense que c'est là qu'on peut beaucoup apprendre de nos programmes de santé qui ont adressé beaucoup de stigmas, par exemple les programmes VIH, les pays qui ont des expériences pour qui ont différentes expériences pour gérer ce genre de concepts sociaux et ces programmes qui se sont bien passés, je pense qu'on peut en apprendre beaucoup. Et si toute personne qui a peut-être une expérience à ce sujet, n'hésitez pas à le partager dans le chat. La question suivante, c'est Bonji. Est-ce qu'on peut appliquer un finissement Gavi? Est-ce qu'on peut appliquer pour les espaces pour les femmes sur les installations, au niveau des installations et des organisations? Oui, nous avons cela au niveau des organisations et des institutions, là où les femmes veulent avoir leur propre espace. Donc, si on sait que ça va effectivement protéger les femmes, effectivement, oui, ça rentre. Oui, on soutiendrait ça au niveau financier, oui, dans nos programmes. Et nous avons juste le temps de parler de la dernière question. C'est Ashley a demandé cette conversation a mentionné les personnes cherchant les services, les personnes s'occupant des enfants qui s'identifient en tant qu'hommes et femmes. Est-ce qu'on peut parler de comment ces approches évoluent et s'adaptent aux communautés qui peut-être s'identifient différemment ou qui ont des défis qui ne s'alignent pas avec les barrières hommes-femmes? Je pense que ça revient à l'importance d'avoir des données qui sont vraiment locales. Parce que quand vous menez votre recherche sur le genre, sur l'analyse, dans un contexte particulier dans lequel travailler, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur ces problèmes, de s'adapter, d'adapter les réponses de façon appropriée. Donc, c'est vraiment de concevoir une intervention qui adresse correctement ces problèmes. Mais Jean, si vous avez quelque chose à ajouter, nous avons un petit peu de temps. Non, pas vraiment. Je veux dire, c'est un sujet très compliqué, en particulier au niveau des pays. Quand dans certains pays, il n'y a pas de la sécurité pour travailler sur ces problèmes, on a besoin de données pour savoir ceux qui ne s'identifient pas comme hommes ou femmes. Et c'est vrai qu'ils vivent effectivement l'expérience de la discrimination quand ils vont dans des cliniques ou des... On sait donc que les enfants ne reçoivent pas forcément leurs vaccins. C'est quelque chose qu'on veut adresser, effectivement. On essaie de considérer ça dans les pays, voir les interventions qui ont été efficaces pour atteindre ces enfants qui ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin. Je vois, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je pense que c'est vraiment spécifique au contexte. Dans les pays où il y a des différences... Peut-être que vous évitez dans ce cas d'utiliser les mots homme-femme, vous pouvez dire père-mère, ou il faut voir la façon dont vous communiquez. Il y a différentes lignes directives afin d'accommoder, de s'accommoder au contexte. Je pense que c'est vraiment très spécifique au contexte. Et si vous avez ça de votre côté, que c'est vraiment
il faut avoir ces lignes directives qui sont fortes pour... Mais si vous n'avez pas ça, c'est plus compliqué parce que nous parlons de besoins, de droits, et vous pouvez juste essayer d'éviter la terminologie peut-être. Et il faut parfois être intelligent et réfléchir à la façon dont on s'adresse. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons atteint l'heure. Je suis ravie que nous ayons réussi à parler de tout, mais nous allons perdre notre interprète maintenant. Donc, nous allons terminer. Juste un rappel. Si vous êtes enregistré pour cette session, vous serez identiquement inscrit pour la prochaine session, mais n'hésitez pas à continuer à partager avec vos collègues et à encourager d'autres personnes à s'inscrire afin qu'ils puissent participer aux autres sessions. Tous ces documents sont partagés par email après cela pour toutes les personnes qui sont enregistrées et il y aura également une page dédiée sur la technique où d'autres enregistrements seront postés ensuite. Nous allons faire circuler ça, c'est dans le chat si jamais vous avez manqué quelque chose. Tout ça va circuler, ainsi que l'enregistrement de la session. Merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui. Merci à Ginny Choubo pour vos présentations. Et je voulais dire également merci à Mikala qui aide à coordonner cette série de webinaires. Et nous avons hâte de vous revoir le 22 juin. Bonne journée tout le monde. Au revoir, merci.